Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30 tout d'abord pour faire un point d'une demi-heure à la mi-journée, puis à 18h30 pour faire un bilan de la séance qui vient de s'écouler, donc de 18h30 à 19h30. Au sommaire de cette édition, les marchés européens qui continuent leur consolidation en ce début de semaine dans le sillage de la semaine dernière où la lenteur de la campagne de vaccination en Europe et les craintes d'une troisième vague ont mis un coup d'arrêt aux indices. Une tendance dont on se demandera si elle va se poursuivre cette semaine sur les marchés donc européens face à des indices américains qui bénéficient eux de perspectives plus encourageantes vis-à-vis d'une réouverture complète de l'économie envisagée pour cet été, avec notamment Joe Biden qui a doublé la semaine dernière son objectif de vaccination sur les 100 premiers jours de son mandat à 200 millions d'Américains, soit environ 2/3 de la population totale vaccinée aux États-Unis. Mais la semaine qui s'ouvre, qui sera également marquée par la publication des indices PMI manufacturiers pour le mois de mars, mais également qui sera marquée par la publication de l'enquête ADP de l'emploi au mois de mars aux États-Unis, suivi des statistiques du marché du travail au mois de mars également donc aux États-Unis. 3 moments macroéconomiques importants qui permettront de comprendre l'évolution des perspectives économiques de part et d'autre de l'Atlantique. Et puis comme toutes les semaines, nous serons en plateau avec Romain Daubry pour comprendre les éléments techniques sur les marchés financiers en ce début de semaine. Et des marchés européens qui ouvrent la semaine en légère hausse avec un CAC 40 qui dépasse même les 6000 points au moment où on se parle. Le résumé complet, c'est avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Le CAC 40 en légère hausse à la mi-journée alors que les investisseurs sont tiraillés entre les espoirs de reprise économique, particulièrement aux États-Unis, et les craintes sanitaires en Europe. En France, rien n'est décidé, a affirmé dans le journal du dimanche Emmanuel Macron au sujet d'un potentiel nouveau tour de vis. Mais l'exécutif qualifie toutefois la situation de critique. Les admissions en réanimation continuent d'ailleurs d'augmenter, atteignant quasiment le pic de la deuxième vague à l'automne. Aux États-Unis, optimisme donc, alors que Joe Biden veut doubler son objectif de vaccination à 200 millions de personnes. Sur le plan politique, les marchés suivront aussi avec attention les annonces du président américain qui doit présenter cette semaine son plan de relance pour les infrastructures. Bonne nouvelle aussi du côté du canal de Suez, alors que le porte-conteneur désormais célèbre Ever Given bloquait le canal depuis une semaine. Il est ce lundi presque remis à flot. Les cours du pétrole Brent s'en retrouvent orientés à la baisse. Pas d'impact visible pour l'instant sur les marchés de cette nouvelle affaire liée à un hedge fund qui a pourtant d'ores et déjà fait une victime. Ce lundi, le Crédit Suisse, le groupe bancaire avait prévenu avant l'ouverture que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante par l'abandon de positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain. Seul le secteur bancaire s'inscrit lui en baisse. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole perdent quasiment 2% en moyenne à la mi-journée. Du côté des valeurs, BNP devrait d'ailleurs déposer aujourd'hui son offre définitive pour le rachat de 50% ou plus de Floa Bank, ancienne banque Casino, qui compte près de 3 millions de clients. Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé avoir reçu une commande de plus d'1,4 milliard d'euros pour la fourniture de trains de banlieue en Espagne qui seront construits dans l'usine que possède le groupe français dans la région de Barcelone. Nous suivrons aussi Air France. Le gouvernement français et les autorités européennes ont finalement trouvé un accord sur les termes d'une nouvelle aide à la compagnie aérienne. Total, lui, a annoncé samedi suspendre la reprise du chantier de son projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique après les attaques qui ont visé la ville de Palma. Pharmagest a bien traversé l'année 2020. Le spécialiste de l'informatique officinale publie ses résultats et a enregistré un chiffre d'affaires de 171,7 millions d'euros, soit une hausse de 8,3%. Et Vivendi, dont la filiale Universal Music Group, qui prépare actuellement son introduction en bourse, a conclu un accord sur une ligne de financement de 3 milliards d'euros sur une durée de 5 ans auprès de 4 banques. Le groupe qui tient par ailleurs ce lundi une assemblée générale extraordinaire sur le projet de redistribution aux actionnaires de 60% du capital d'Universal Music Group. Enfin, l'euro, lui, recule en dessous des 1,18 $. Il se dirige vers son pire mois depuis la mi-2019.
C'était Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Eva Ben Saadi qui nous accompagne tout au long de la journée en fil rouge et que vous retrouverez à 14h55 puis à 18h30. Et comme chaque lundi, nous sommes en plateau avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Alors on commence avec l'agenda des grands moments économiques cette semaine. Qu'est-ce que vous allez regarder cette semaine? Oui, il y a d'abord l'indice de confiance du consommateur du Conference Board demain aux États-Unis. Ça va être un des éléments marquants. C'est une semaine d'emploi aux États-Unis, donc ça c'est important. Ça commence mercredi avec l'enquête ADP qui avait fait bouger les marchés le mois dernier. C'est l'enquête mensuelle des chiffres de l'emploi. Ça avait fait bouger les marchés, ce qui est en général moins le cas. Et normalement, vendredi, l'enquête gouvernementale, alors je dis normalement parce que c'est une semaine raccourcie, pour le vendredi sera un jour férié, pour vendredi saint. Théoriquement, l'enquête est bien publiée le vendredi, mais quand il y a un jour férié, elle est déplacée un jour plus tôt. Or, manifestement, sur les calendriers que j'ai pu consulter... Elle est toujours vendredi. Elle est toujours vendredi. Ouais, donc, voilà, à vérifier quand même dans le courant de la semaine, selon l'évolution, mais a priori, ce sera quand même maintenu vendredi. Donc, ce sera un jour fermé en France, en Europe et aux États-Unis, jour férié. Les États-Unis seront ouverts lundi prochain. En revanche, on sera toujours fermé lundi, pour le lundi de Pâques en Europe. Donc, ça peut créer des mouvements de décalage de marché. Si c'est vraiment publié le vendredi, un jour fermé, ça peut créer des décalages de marché en début de semaine prochaine. Donc une semaine de l'emploi, des indices PMI. À noter également qu'avec le changement d'heure en France, les marchés américains rouvriront à 15h30 heure de Paris, donc reprennent leurs horaires habituels. Vous êtes présent tous les lundis dans cette émission. Vous le disiez la semaine dernière, on présentait qu'une pause se profilait sur les marchés financiers. Est-ce que à la vue de la semaine qui vient de s'écouler, ça se confirme? Ouais, ça se confirme. Ça s'est confirmé graphiquement la semaine dernière. Dans les prix sur les différents indices. On voit qu'il y a un intérêt assez moyen. Il y a un marché qui est assez creux, mais une consolidation qui se fait en très bon ordre. On avait indiqué un niveau d'alerte sur l'indice CAC 40 qui était situé sous 5889 points. On est allé chercher 2 fois ce niveau et on a rebondi dessus de façon assez dynamique. On regardera les niveaux graphiques et techniques après, mais en tout cas, oui, il y a une consolidation qui se fait en bon ordre et qui est plutôt propre. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un optimisme qui est toujours prudent et un niveau de couverture dans les portefeuilles qui a été un petit peu rehaussé. En fait, c'est pas le niveau de couverture qui a été rehaussé, c'est la position ouverte sur les options qui a diminué un petit peu, ce qui rend les positions d'options de vente, de put, un peu plus importantes autour de la monnaie, donc autour des cours actuels de l'indice CAC 40. Ça donne un peu plus de solidité dans le marché, en tout cas de la protection en cas d'accélération baissière. C'est ce qu'on a constaté la semaine dernière. En revanche, du côté de l'intérêt, c'est assez moyen. Il n'y a pas beaucoup de volume. On le constate. Aujourd'hui encore, il y a un volume qui est assez moyen, même dans cette matinée. Et puis, sur le futur CAC 40, un tout petit peu d'intérêt construit dans le début de la semaine dernière. 3000 contrats futurs dans le mouvement de hausse qu'on a connu jusqu'à jeudi. Et puis, ça a appuyé contre 5950 points. Et vendredi, alors qu'on a connu une extension haussière en fin de séance et en fin de journée, on aurait pu penser qu'il y avait un peu d'intérêt qui s'était construit autour de ça. Et pas du tout. On détruit 1600 contrats futurs. Alors, c'est pas grand-chose, des destructions de construction ou destruction de 3000 ou destruction de 1600 contrats futurs. C'est plutôt des mouvements, comme on l'avait vu la semaine précédente, de l'ordre de 10 ou 15 000 contrats qui alimentent le marché. Donc ça prouve qu'il y a un intérêt qui est assez mitigé, qui n'a pas beaucoup de dynamisme, et donc un risque qui est toujours présent dans une phase de consolidation qui se fait pour l'instant en bon ordre, mais des investisseurs qui sont un peu en retrait. Mais avec un intérêt, un intérêt mitigé des investisseurs qui attendent un peu de voir ce qui va se passer finalement. Exactement. Et on le voit d'ailleurs sur toutes les positions nettes spéculatives, il se passe rien ou ça se réduit depuis quelques semaines maintenant. Donc, quels que soient les actifs, euro-dollar, pétrole ou même les matières premières. Donc il y a une phase de pause qui se met en place. C'est le mieux qu'on puisse attendre après avoir atteint des objectifs importants et des niveaux de progression qui sont colossaux depuis quelques semaines maintenant. Bon, alors même dans des phases de consolidation, il se passe des choses vis-à-vis des valeurs ou des secteurs. On en reparlera dans un second temps. On va d'abord regarder les aspects techniques avec les indices américains tout d'abord et cette idée que c'est peut-être la fin d'une surperformance européenne, Romain Daubry. C'est possible en effet. On l'a constaté la semaine dernière, la rotation était plutôt en faveur déjà du DAX plutôt que de l'indice CAC 40. Ça, ce sont des questions de construction des indices et de pondération de chaque valeur. Mais effectivement, sur les indices américains, ça a un peu mieux tenu. Et surtout, en fin de semaine, on a accéléré. Nous, on a suivi un peu, mais on constate que le côté lead de l'Europe, qu'on connaissait depuis 3-4 semaines, est en train de se
limité un peu en tout cas. On va voir comment ça se traduit. Ouais. Et alors ça se traduit comment sur le S&P 500 par exemple? Alors sur le S&P, on est en train de franchir des niveaux importants, des niveaux majeurs qui sont sur un graphique que vous avez là, qui est hebdomadaire. On voit que le S&P évolue de façon assez nette, propre au sein d'un canal haussier de moyen terme et qu'il vient de franchir le niveau de 3942 points. En tout cas, il évolue juste au-dessus ce matin encore, 3947 je crois. Et donc ça ouvre la voie à une progression plus marquée. On voit qu'il a rebondi plusieurs fois sur cette oblique que j'ai tracée en noir avant d'accélérer à la hausse, encore une fois. Donc, une accélération haussière, une pause de 4 ou 5 semaines et le franchissement en fin de semaine dernière de ce niveau, 3942 points, qui ouvre des extensions en direction du haut du canal et donc probablement de cette résistance à 4163. Ça donne des progressions possibles de 5%. On va donc fixer le niveau d'alerte à 3942 points, vous l'avez compris, de court terme, avec une bascule et une possible consolidation jusqu'à 3735 sans alerte majeure. Et donc, un marché qui, lui, a franchi de nouveau plus haut la semaine dernière. Alors ça c'est pour les S&P 500. Le Nasdaq dont on lit et on voit qu'il y a un ralentissement en ce moment. Alors un ralentissement qu'on ne pourrait pas se qualifier de recul non plus, mais comment ça se passe sur le Nasdaq? Alors je vous ai proposé d'abord un graphique hebdomadaire du Nasdaq parce qui montre bien le doute du marché. Vous voyez cette dernière bougie et les deux dernières bougies, derrière la bougie rouge de la semaine précédente et la bougie verte de la semaine dernière, donc les 2 dernières semaines, on voit qu'il y a des grandes mèches de chaque côté et un petit corps au milieu. C'est ce qu'on appelle des toupies. C'est un signe d'indécision sur le marché. En revanche, ça montre qu'il y a des grandes variations durant la séance, mais que finalement on clôture assez proche de l'ouverture. C'est ça traduit simplement le fait qu'acheteurs et vendeurs se battent manifestement dans des amplitudes qui sont relativement importantes, mais qu'il n'y a pas vraiment de tendance, en tout cas à court terme. À moyen terme, on n'a pas cassé le canal haussier qu'on voit en noir, toujours. On évolue à l'intérieur donc d'une zone de consolidation, un trading range dont la borne basse est toujours à 12 210. Le niveau de retournement haussier, c'est 13 294. Si on arrive à le franchir, il peut se passer quelque chose. C'est pour ça que je voulais zoomer un petit peu avec vous, effectivement, sur le graphique. Sur le journalier. Donc là, on est en hebdomadaire et on peut zoomer en journalier. Et on va voir si la tendance est similaire. Voilà, on la voit bien cette consolidation latérale. Là, ça fait plusieurs séances qu'on évolue latéralement. Et on commence à distinguer une structure possible en biseau. C'est formé par les obliques bleues qu'on voit bien. À l'intérieur, on retrouve notre canal haussier. Et à l'intérieur, on voit ce biseau qui est peut-être en train de se former. Un biseau, c'est un signe de consolidation, de pause dans la tendance, qui peut déclencher un mouvement haussier, donc au franchissement. Alors effectivement, 13 294 déclencherait. On voit que le niveau de déclenchement il est peut-être un petit peu plus bas, mais 13 294 confirmerait la reprise possible. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de signal haussier, si c'était cette grande bougie verte, mais elle est là de vendredi dernier, mais elle est là pour des questions techniques aussi, avec tout ce qui s'est passé autour du secteur bancaire en fin de semaine. Et la possibilité aussi d'une pause qui continue à être marquée comme ça pendant quelques jours, quelques séances encore, et pas de déclenchement. Donc je vous ai donné les grands objectifs en cas de franchissement haussier ou petit, si on prend juste la taille de la structure du biseau à court terme, donc 13 842, et puis pourquoi pas le haut du canal, niveau d'alerte de court terme, donc 12 530 toujours, avec un risque de retour dans la zone d'alerte de moyen terme, au-delà de 10 945 en tout cas. Alors ça c'est pour les marchés américains, et si on revient en Europe, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a là aussi des disparités. On a donc les marchés européens consolident, pour autant le DAX par exemple est mieux orienté que le CAC 40. Ah, il est en pleine forme. Il vient de former de nouveau plus haut. Voilà la dernière bougie. Alors c'est un graphique mensuel, la dernière bougie mensuelle, mais on voit que on a bien franchi des niveaux de résistance importants au-delà de 14 132 points et qu'on prend la direction des 14 950 points, plus ou moins, même peut-être un peu plus, pour aller chercher la borne haute d'un canal haussier de très long terme qui est actif depuis les années 2010-2011 et dont on a testé les bornes hautes plusieurs fois, et qui est vraiment un niveau cible important. Le DAX a l'air de vouloir y aller. C'est lié aussi à sa composition. Il est moins orienté bancaire et surtout moins luxe que le CAC 40, qui est un secteur qui patine un petit peu en ce moment, effectivement. Alors, les bancaires et le luxe, on va en parler, mais juste avant, un mot peut-être du CAC 40. Le CAC 40 qui est à 6018 points au moment où on se parle. Quelle est la tendance, Romain Daubry? Elle est neutre à court terme. Elle est neutre à court terme. Elle est en passe de le devenir aussi à moyen terme. Alors, on a évolué, et puis on le voit très bien ici, au sein d'un canal haussier de moyen terme depuis plusieurs semaines, qui est né fin janvier, le 29 janvier, la borne basse du canal. J'ai zoomé un peu plus ici pour avoir des éléments pratiques pour la semaine. En fait, on voit que la borne basse, je l'ai étendue un peu du trading range, c'est 5879 points pour la semaine, c'était 889 la semaine dernière, mais on a eu quelques mèches qui permettent d'étendre le trading range. En bas, la borne haute, c'est 6081,5, le point haut d'il y a 15 jours, et on s'articule autour d'un niveau charnière qui est la médiane, 5993 points. Selon qu'on soit au-dessus ou en dessous de cette charnière, on aura un biais plus ou moins haussier ou plus ou moins baissier, avec une petite zone d'alerte que j'ai fixée jusqu'à 5943 en bas, et avec le bas de ce canal
juste en dessous, qui est situé à 5975 pour la séance, qu'on va remonter chaque jour de la semaine, puisque c'est une oblique. Mais pour l'instant, une indécision est vraiment toujours cette idée que la pause est en marche, mais qu'elle se passe pour l'instant de façon canalisée, avec un intérêt qui est un peu médium, comme on le disait, médiocre, comme on le disait, pardon. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de disparité, on a parlé de disparité entre les marchés européens et les marchés américains. Ensuite, on a fait un focus sur les marchés européens, là des disparités entre le DAX et le CAC 40. Et là, si on rentre sur le CAC 40, on se rend compte que la tendance n'est pas uniforme. Là, il y a là aussi des disparités, mais vis-à-vis des valeurs cette fois-ci. Oui, très nettement. Et on a des valeurs fortes qui payent régulièrement, qui ont des structures haussières de long terme. Alors ArcelorMittal en fait partie, avec une structure de probable retournement haussière de très long terme qui est peut-être en train de se mettre en place. ArcelorMittal qui gagnait un peu plus de 7%, je crois, vendredi en clôture grâce à la valorisation des métaux à Londres, notamment. Exactement. Donc c'est un secteur qui est toujours fort, les matières premières et surtout les métaux, en effet. Et des valeurs comme Capgemini aussi qui forment de nouveau plus régulièrement. Et puis à plus court terme, on a des signaux qui se déclenchent peut-être de réactivation de la dynamique haussière pour Legrand qui a franchi un petit niveau. Ou aussi à court terme, ça on l'a fait de façon dynamique. Ce matin, on a proposé de façon dynamique de rentrer sur Atos, qui a l'air de sortir du bas de son trading range, au sein duquel il évolue depuis plusieurs semaines maintenant, et d'être sorti d'une petite structure en triangle, donc avec des cibles dans un premier temps de 7 à 8%, mais avec peut-être une construction un peu plus importante. Donc ça, c'est pour du côté des valeurs fortes dans l'immédiat. Il y en a d'autres, bien sûr, si on regarde Publicis, Stellantis, STM ou encore Saint-Gobain. Donc ça, c'est plutôt du côté des valeurs fortes. Et alors, du côté des valeurs faibles, pour finir, on a effectivement des valeurs comme Alstom qui ont des faux signaux et qui sont toujours assez shortées. 17% de la position verte sur Alstom est vendue. Donc, et elle a fait l'objet de pression baissière, on le voit encore. C'est 1% de plus qu'il y a un mois. Donc, elle n'arrive pas à se reprendre. Et puis, on a des valeurs, tout ce qui est lié à l'aviation. Donc, que ce soit Airbus, Safran, Thales, dont on voyait des signaux aussi possibles de se mettre en place, qui là ont l'air de patiner. Donc, on reste un peu investi dessus, mais peut-être on va limiter sa pondération dans la perspective d'une réouverture, mais la nouvelle vague a effectivement pesé sur ces titres-là qui donnaient des signaux plus intéressants. Puis c'est un peu la même chose du côté du secteur automobile. On va préférer Stellantis à Renault, par exemple, dans l'immédiat. Donc il y a des divergences assez marquées au sein de l'indice. Ça se traduit par cette pause latérale qu'on constate en ce moment. Et alors des divergences parfois liées également à l'actualité. On notera que les bancaires reculent depuis ce matin en lien du coup avec les annonces de Crédit Suisse, de Nomura, de pertes importantes à venir sur le premier trimestre de leur exercice, en lien, ou en tout cas c'est ce qu'on peut lire à droite à gauche, même s'il n'y a pas d'annonce officielle pour le moment, avec un débouclage de position de Archegos Capital. On parle de 20 milliards d'euros, de 20 milliards de dollars ou 30 milliards de dollars. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la semaine quand on aura un petit peu plus d'informations et peut-être des informations officielles. On sait que Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley pourraient aussi être concernés. Merci beaucoup Romain Daubry pour cette analyse. Romain Daubry, je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Nous sommes à présent en duplex avec Frédéric Ducrozet, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour Nicolas. Alors les marchés européens, on le disait en plateau il y a un instant, consolident encore en ce début de semaine. Quelle est votre analyse, Frédéric Ducrozet ? On sent effectivement, comme sur le plan technique, au plan fondamental, j'allais dire, une grande indécision. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que dans ces phases de doute, de risque, j'aurais pu craindre personnellement une baisse à l'ouverture des marchés européens après les mauvaises nouvelles dans l'ensemble qu'on a sur le front sanitaire. Et ce n'est pas lié seulement à la France, bien sûr. En Allemagne, la tendance est mauvaise. On a eu la chancelière Angela Merkel à la télé en Allemagne hier, qui peine malgré tout à convaincre la population également outre-Rhin de l'importance et d'appliquer les nouvelles mesures et puis de l'espoir au bout du tunnel d'ici 4 semaines ou plus que vraiment cette course entre les vaccins et les mesures de confinement soit gagnée. On est tous dans cette situation-là à espérer que la saison notamment de tourisme estival soit sauvée. Et je pense que ce qui permet à ces marchés de monter malgré tout, de tenir en tout cas, malgré aussi l'échéance de fin de trimestre qui va probablement entraîner un rebalancement aussi des positions des plus grands investisseurs, c'est deux choses. D'abord l'espoir effectivement
que cette accélération du rythme de vaccination est bien réelle, les doses qu'on a trouvées en Italie, la réorganisation de la réponse européenne qui a été calamiteuse pour le dire poliment et qui remet un petit peu d'ordre dans ce programme, c'est le premier point. Le deuxième, c'est malgré tout qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis et que l'Europe en profite au moins un petit peu indirectement. On a cet énorme plan de relance fiscale dont on parle depuis des semaines du nouveau président Biden. On a le prochain plan de soutien aux infrastructures qui va s'étaler sur plusieurs années. Tout ça, même avec des hypothèses très conservatrices, va quand même aider à l'activité et au profit des entreprises européennes, en l'occurrence également sur les marchés actions. Alors, Frédéric Ducrozet, on voit quand même qu'il y a deux dynamiques différentes. La dynamique américaine avec ce plan de relance que vous venez d'évoquer, la dynamique européenne, donc, où on se pose la question d'une troisième vague. En tout cas, il y a des mesures de restriction qui sont en place et une stratégie de vaccination qui peine à avancer. Et puis, il y a le plan de relance européen. Alors, on en a un petit peu entendu parler en fin de semaine dernière avec Emmanuel Macron qui disait que c'était face aux 1900 milliards de dollars de Joe Biden, le plan de relance européen faisait pas le figure. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est qu'il n'est toujours pas mis en application et on a appris en fin de semaine dernière que la Cour suprême allemande a décidé de suspendre sa ratification face, je cite, aux critiques dans le pays qui qualifieraient ce plan de relance européen d'inconstitutionnel. Qu'est-ce que ça vous évoque, Frédéric Ducrozet ? Des mauvais souvenirs, pour commencer. Pour tous ceux qui suivent l'intégration, l'histoire de l'Europe et l'histoire des crises récentes depuis 2010, la Grèce, les décisions de la Cour constitutionnelle allemande, en général, nous rappellent des très mauvais souvenirs, qui se sont toujours très bien terminés. Donc je pense qu'il faut d'abord prendre un peu de recul. Je ne suis pas juriste et encore moins spécialiste des questions constitutionnelles en Allemagne, mais il est probable qu'il s'agisse à nouveau d'une forme de procédure très technique qui peut être résolue dans les semaines qui viennent. Il faut noter qu'elle a une dimension politique, cette question, comme toujours en Allemagne. C'est la seule cour constitutionnelle allemande, nationale, qui tient tête à la Cour de justice européenne en Europe. Il faut le dire les choses comme elles sont. Et il se trouve que cette plainte qui a été déposée contre la ratification du plan de relance européen, elle provient du parti d'extrême droite, Alternative für Deutschland. Et donc les motivations sont de toute façon politiques, pour ne pas dire douteuses. Et donc il y a une vraie question politique qu'il faut trancher, qui revient sans arrêt, qui reviendra. Je pense que ce problème-là va être résolu, mais que la question de l'intégration européenne qui accélère depuis l'année dernière avec ce plan de relance, on va, rappelons-le, émettre jusqu'à peut-être 1000 milliards d'euros de dettes à terme communes. Et donc il y a un budget commun, il y a une vraie réalité aujourd'hui de mutualisation des ressources et des dépenses en Europe qui avance plus vite que ce qu'on espérait. C'est quelque chose que l'Allemagne ou une partie des partis politiques allemands en tout cas, et de la population, n'aime pas, refuse, veut protéger. Donc il y aura des garde-fous juridiques, il y aura un peu de bruit. Là aussi, je suis plutôt agréablement surpris par l'absence de réaction des marchés qui, peut-être comme nous, observateurs, économistes, investisseurs, sommes maintenant habitués à ce genre d'épisodes et de contretemps. C'est malvenu. Je ne pense pas que ce soit un problème en deuxième partie d'année pour que ce programme et ce plan de relance soient effectivement mis en œuvre, y compris en Allemagne, qui en profite. Alors, donc, il sera mis en place in fine, mais pour autant, on sent quand même la lourdeur administrative de la gestion européenne entre l'effet d'annonce du plan de relance et sa mise en place effective. Philippe Lane, l'économiste en chef de la BCE, s'est exprimé ce week-end lors du forum Ambrosetti et il a donc évoqué les risques vis-à-vis de la productivité de l'économie européenne si l'économie européenne reste en sous-capacité trop longtemps. Mais il a également estimé que c'était l'occasion de mener 3 grandes réformes de fond, une réforme du secteur public et une réforme, mais surtout une union bancaire ainsi qu'une union des marchés de capitaux. Qu'est-ce que vous en pensez dans le sillage du blocage qu'on voit actuellement sur le plan de relance, Frédéric Ducrozet ? Mais là aussi, ça génère beaucoup de frustration à la BCE et dans toutes les institutions publiques, privées en Europe qui veulent que ça avance, qui veulent que ça fonctionne. Un marché unique, intégré, en l'occurrence l'union des marchés de capitaux, qui serait une des dernières briques de l'intégration européenne. Donc l'union bancaire, on l'a. Pour partie, en tout cas avec un superviseur bancaire unique, la BCE aujourd'hui, et ça fonctionne plutôt très bien. L'union complète bancaire avec notamment la garantie des dépôts bancaires, une harmonisation des règles bancaires en Europe, on n'y est pas encore, mais on avance quand même avec beaucoup de retard. Et le dernier bloc serait effectivement cette union de marché des capitaux. On parle uniquement évidemment de la sphère financière, il y a tout un aspect et d'autres aspects de politique sociale, économique en Europe qui sont très importantes, mais celle-ci, comme d'habitude, l'Europe s'est d'abord formée sur l'économie,
sur la finance pour ensuite espérer une harmonisation des autres règles et puis à terme peut-être une union politique et sociale. Et cette dernière brique, elle tarde à venir parce qu'on a trop d'autres soucis à régler, parce que la pandémie était effectivement bien évidemment pas prévue et que ça met du retard et que le capital politique, l'appétit et le courage qu'ont nos gouvernements, et c'est bien légitime, ils doivent être réélus tous les 4 ou 5 ans selon les pays, il est limité. Donc quand on a mis autant de capital politique l'année dernière pour apporter cette réponse à la hauteur, je pense, de la crise, on en a moins aujourd'hui pour compléter l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux. Et c'est pourtant indispensable, c'est pour ça que la BCE fait preuve de beaucoup de patience mais aussi de frustration, et que dans l'intervalle, elle doit continuer d'intervenir. Je rappelle que d'ailleurs on est lundi, donc on surveillera comme tous les lundis, 15h45, le chiffre hebdomadaire des rachats de la BCE dans son programme PEPP, qu'on verra si elle continue de racheter plus de 20 milliards d'euros comme la semaine dernière. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet. Frédéric Ducrozet, je rappelle que vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management. Vous êtes avec nous donc tous les lundis à la mi-journée pour décrypter les enjeux de marché. Voilà, Smart Bourse, c'est fini pour cette édition de la mi-journée. Je vous donne rendez-vous à présent ce soir à 18h30 en direct pour décrypter la séance du jour.